Merci tout le monde, merci de WSO2 de nous avoir invités ici et de nous permettre de parler, et aussi merci à Verspiren d'avoir bien dit que nous travaillions avec vous et qu'ils apprécient notre travail. Euh, Moi, je vais vous parler de trois choses. D'abord d'Emoxa, parce que c'est nous. Ensuite, de pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à WSO2, et puis je vais revenir sur une marotte personnelle qui est l'API Management pour terminer. C'est par en bas. Ok. Contre-intuitif, mais si ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, je suis cofondateur d'Emoxa. On n'a pas une histoire de 145 ans. On est né en 2008, donc à peine 17 ans d'existence. Société concentrée sur l'architecture et les systèmes d'information. À côté de ça, comme vous pouvez le voir, les API, c'est ce que je mange du soir au matin dans le domaine de l'architecture. Et en dehors d'Emoxa, je donne aussi des cours d'architecture où je reparle d'API Management aussi à deux masters de Centrale Supélec. Donc Emoxa, notre motto, c'est l'architecture, et c'est l'architecture dans le calme. L'idée, en fait, c'est que l'architecture apporte suffisamment de choses pour que les projets avancent et délivrent, plutôt que de faire la course à l'échalote de telle techno ou de telle capacité technique. À la fondation d'Emoxa, Pascal Grosjean et moi-même, on est deux co-auteurs d'un livre sur le sujet des architectures de services qui a été mis à jour avec le poids de l'API Management, avec le poids des approches microservices, qui en est à sa 5e édition. Et c'est une carte de visite, mais c'est aussi un élément qui montre qu'on a beaucoup à cœur à transmettre du savoir. Donc ça, c'est aussi dans l'ADN d'Emoxa, de faire des formations, de faire du contenu formalisé pour que les gens s'approprient finalement ce qu'on essaye de donner comme principe d'architecture. C'est une société à taille humaine, un ensemble de consultants, architectes, la plupart ont entre 15 et 40 ans d'expérience maintenant. Et puis, on a aussi du 109 parce qu'il faut continuer à changer, il faut continuer à transmettre tout ça. Euh, on intervient quasiment que dans des programmes de transformation digitale. On dit transformation digitale aujourd'hui, mais c'est ce qu'on faisait aussi il y a 30 ans avec les évolutions de systèmes d'information classiques, mais c'est pas grave, on a pris le pli et le buzzword. Évidemment qu'on va rencontrer toutes les problématiques techniques d'évolution, mais aussi beaucoup de problématiques organisationnelles. On reparlera de ça un petit peu après. Donc, on se concentre sur l'architecture, on fait du conseil appliqué. D'accord, c'est pas nous qui allons donner un conseil stratégique sur le business du yaourt en 2036. En revanche, une fois que ça c'est choisi, on va aider les gens à déployer des solutions au service de ces métiers pour que ce soit efficace. Le maître mot chez nous, c'est l'architecture. Et c'est pour nous un peu l'ingrédient secret qui va faire que les choses se passent ou puissent se passer. C'est un élément qui peut permettre de débloquer et de permettre des transitions et des projets. Généralement, les projets informatiques ont mauvaise presse. On dit tout le temps, ça coûte trop cher, on dit tout le temps, ça n'arrive pas, etc. Les deux, il y a plein de raisons pour lesquelles les projets informatiques n'aboutissent pas ou aboutissent mal. Il y a deux axes principaux pour nous. Il y a l'organisationnel, l'humain, le politique, le social. Ça, il y a beaucoup de choses. C'est pas l'architecture qui va le régler en un tour de main. Puis il y a une architecture peu adaptée, une architecture qui ne permet pas le changement. Et là, clairement, on intervient et on vous dit, il faut évoluer, il faut faire évoluer votre architecture pour que le changement soit tolérable, pour que le changement soit envisageable, voire pour que le changement soit encouragé. D'accord ? Pour nous, l'architecture, c'est l'outil qui permet le changement. Permettre le changement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le changement, déjà, est faisable, on ne casse pas tout. Ça ne veut pas forcément dire que le changement coûtera rien, ça veut dire qu'il coûtera moins que ce que ça va apporter. D'accord ? Donc, il permettra de répondre à des enjeux métiers. On ne dira jamais « Ah ben non, l'informatique ne permet pas de faire ça ». Ça c'est le signe même d'une architecture qui ne permet pas au métier d'avancer. Donc, on prend en charge plusieurs choses, hein. Pas que la techno, mais la techno, même si la techno est importante, mais surtout à quel besoin métier, quel état de l'art, parce qu'on sait que les entreprises, elles ne veulent pas faire de la R&D simplement. Nous, on a une division R&D, mais quand on apporte une solution d'architecture, c'est quelque chose qui est sur la plateforme de productivité, comme disait Isabelle tout à l'heure. D'accord ? Et qui permet le changement, parce que le changement, c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'architecture à une époque où tout le monde dit que le code, c'est mieux que l'architecture et que la documentation, d'accord ? Je ne sais pas si vous avez subi, comme nous, le manifeste agile, qui a fait tout un tas de choses où la méthode à l'arrache.com est devenue une bible.
Ça, c'est surtout des gens qui ont mal lu le manifeste Agile. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un Agile 2.0 manifesto qui reprend toutes les ambiguïtés, et il y en a pas mal, des mécompréhensions de « Ah, c'est pas ce qu'on a vraiment voulu dire ». Donc, à lire et à méditer. Et clairement, il y a tout un tas de principes d'architecture. Alors, le code, c'est très bien. Le code, c'est ce qui tourne. Je respecte le code, il n'y a pas de souci. Mais l'architecture n'est pas dans le code. Donc ça, il y a plusieurs choses qu'il va falloir... Si vous avez un jour eu à prendre un système que vous n'aviez pas écrit, que 60 autres personnes ont coécrit et que donc vous devez prendre la responsabilité, vous découvrez que l'architecture n'est pas dans le code. D'accord ? Et que ce qui est mal documenté est perdu à jamais. Là, il va falloir faire 10 fois plus de boulot. Et ensuite, l'architecture, ça va être prendre les décisions pour dire si on fait ça comme ça, on peut changer demain. Si on fait ça comme ça, les changements nouveaux seront faits uniquement par ajout et pas par modification. Je reprends les principes, je ne vais pas vous faire un cours de gestion de dépendance et d'architecture, mais c'est bien ces principes-là pour que toute décision d'architecture puisse apporter de la valeur au SI et par rebond, après, de la valeur au business. Un certain nombre de clients qui sont ici, donc je passerai vite. Il faut juste noter que, en tant qu'architecte, on ne se contente pas d'un domaine métier. On n'est pas architecte pour la science, on n'est pas architecte pour l'industrie du livre, on n'est pas architecte pour Airbus, l'avionique. Les principes d'architecture sont souvent assez communs, mais en revanche, il y a une mise en œuvre de ces principes spécifiques dans chacun de ces domaines. Maintenant, WSO2. WSO2 qu'on a rencontré effectivement vers 2012-2013, je me souviens d'avoir découvert Isabelle à ce moment-là. On a identifié à l'époque, alors ça a commencé avec les outils d'intégration, il y a eu le focus avec l'API Management, où là, j'avoue que j'ai eu un peu des étoiles dans les yeux, parce que en 2005, quand on a sorti le livre, on a dit un service sans responsable, ça a peu de chance d'être un asset pour un système d'information. C'est juste un bout de code en plus. D'accord ? On a été très contents quand, 10 ans plus tard, les gens nous ont dit « Ah mais non, mais SOA, c'est mort. Maintenant, il faut faire des API. » Quelques petits problèmes à comprendre exactement ce qu'il y avait derrière. Et après, quand j'ai vu que l'API Management, c'était d'abord, avant tout, de coller un responsable à un service, à une API, j'ai dit « Ah bah, très bien, pas de problème, on va dans le sens du futur. On prend le nouveau mot, on continue à faire ce qu'on voulait. » On a assez rapidement collé avec l'équipe de SO2 en 2013-2014, tout faux techniques qui font plein de solutions, qui en produisent beaucoup. Alors, il y avait 20 produits, ça c'était un petit peu trop, mais quand il y avait une problématique et un changement, il y avait une nouvelle version qui arrivait en 6 mois et non pas en 6 ans. D'accord ? Donc, c'était relativement dynamique. On a couvert l'ensemble des solutions de SO2 assez rapidement. Passer des intégrations monolithiques à la ESB, comme Vincent le disait, aux micro-intégrations. On n'appelle pas forcément des microservices, mais vraiment des micro-intégrations, effectivement, qui sont indépendantes, et donc on ne fait pas tomber toute la maison quand quelqu'un s'est trompé dans un delivery, et ça, c'est extrêmement important, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas les mêmes SLA partout. Quand on facture à J+1, J+2, ou quand on fait de l'assurance vie, on a des problématiques critiques à 2-3 jours près. Quand on fait la même chose avec la surveillance d'import, là, c'est à 3 minutes près ou à 3 secondes près qu'il faut savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc on n'a pas les mêmes SLA, de tout mettre dans la même boîte, ça n'a pas de sens, la micro-intégration gère ça. Et pas la technique qui est importante, là, c'est le SLA différencié du métier qui va guider ça. Et l'architecture proposée par une micro-intégration permet justement de se coller à ce besoin métier-là. On fait aujourd'hui, s'intéresse bien à Ballerina pour toutes les caractéristiques que Vincent a déjà exprimées, donc ça me permet de raccourcir cette présentation, je te remercie beaucoup. L'API Management, l'identity server, et on est très content si Streaming Integrator, comme c'était évoqué plusieurs fois, revient au devant de la scène, parce que je pense que c'est une vraie stratégie. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais pas aujourd'hui. Donc pourquoi WSO2 ? Alors, c'était une boîte très technique, mais c'était une boîte technique qui avait compris que l'API Management, c'était pas que de la techno. C'était pas une énième gateway technique, la reprise de ce qu'on faisait avec les USB qui marchaient. Il y avait plein de rôles différents, plein de points de vue différents qui avaient leur mot à dire dans le cycle de vie d'une API. Et contrairement aux autres produits, aux autres solutions qui étaient des proxys surdimensionnés, WSO2, il y avait le proxy surdimensionné et des outils de gestion pour permettre à un responsable d'API de publier son API, de dire comment utiliser, responsable de la sécurité de dire tu auras le droit à tel protocole et ainsi de suite, responsable de l'infra pour dire voilà les quotas à ne pas dépasser, d'accord ? Donc chacun peut faire son métier. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'organisation du SI et jusqu'à l'organisation du métier responsable de l'API peut s'exprimer et a de quoi gérer son API.
et aussi gérer les consommateurs de ces API. Je reviendrai un petit peu après. Donc, rien que le fait qu'ils aient un outil technique, technologique, mais qui prend en compte l'organisation et les enjeux d'organisation d'une société, d'un business particulier, ça a fait toute la différence. C'est ce qui a fait qu'on s'est très intéressé à WSO2. On retrouve aussi ce même genre de qualité, par exemple avec la solution Identity Server, qui, par sa gestion des organisations, permet presque naturellement, outre les OIDC et autres protocoles techniques de sécurité qui sont très très bien faits, il n'y a pas de souci, mais très très bien faits chez plein d'autres personnes. Mais en revanche, faire indifféremment du B2B, B2C, B2B2C, parce qu'on est une marque pour d'autres, pour un groupe, et le faire sans aucun problème, ça c'est la marque d'un produit technique qui sait à qui il va servir. Pareil pour Ballerina, hein, on a eu un témoignage de dire le code c'est mieux. Alors le code c'est mieux pour une grosse partie des gens, et puis il y a encore une autre partie des gens qui disent ah le modèle c'est mieux, et donc je veux encore un DSL. Donc ce qui m'intéresse dans Ballerina, c'est le fait que Ballerina va chercher l'adhésion de toutes les parties prenantes, le pro-code et le low-code. Le fait qu'on puisse passer de l'un à l'autre de manière efficace maintenant qu'il y a Ballerina Integrator, effectivement, on a tous le souvenir de la plateforme Eclipse qu'on a aimé quitter. Et puis bon, c'est open source, ça a déjà été dit, donc je vais passer relativement vite ici. Le côté open source, moi, je l'utilise à deux endroits. D'abord, pour des clients qui peuvent découvrir l'intégralité de la solution. C'est pas le produit enterprise que vous pouvez pas faire, il n'y a pas de clustering, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Vous reconnaîtrez les autres fournisseurs de logiciels ici. Je l'utilise aussi en tant qu'enseignant parce que du coup, je peux donner accès à une plateforme de la vraie vie à des personnes qui découvrent ce genre de choses, des architectes en herbe, et donc ne pas leur dire qu'ils auront un produit d'évaluation où ils ont 15 jours pour essayer le feature X ou Y. Et donc, ça, c'est aussi un bon avantage. Et puis après, comme je disais, le support, ça va être, enfin, la partie souscription va être intéressante si votre projet d'utilisation des solutions de WSO2 devient critique et que surtout l'aspect sécurité et mise à jour devient extrêmement important. Là, vous allez trouver toutes les réponses, le support, des outils de mise à jour et tout ça au travers des souscriptions WSO2. Alors l'IA, j'ai compris la dédicace d'Isabelle, elle avait lu mes slides avant. Alors aujourd'hui, c'est impossible de faire n'importe quelle présentation sans parler d'IA, parce que c'est le buzzword, c'est le virus qu'on a tous attrapé. On est tous dans une espèce de secte avec un bracelet orange déjà, mais en tant qu'architecte, on a certains chez nous qui ont déjà vécu l'IA des fins des années 80, début 90, où les systèmes experts étaient censés faire disparaître les 3/4 des informaticiens de la planète. Ça s'est pas passé. En tant qu'informaticien, on est très sceptique. On va s'attendre au pire et se réjouir du meilleur. D'accord ? L'architecte est obligé d'avoir cette espèce de point de vue un petit peu long. On regarde l'IA avec les sourcils froncés. On a constaté qu'effectivement, le côté productivité était un vrai avantage. Même pour Ballerina, par exemple, pour l'IA à WSO2, on l'a utilisé. C'est un vrai système qui permet deux choses. D'abord, d'onboarder les personnes. On n'a plus le syndrome de la page blanche de j'ai pas eu la bonne formation, j'ai jamais fait ce genre d'intégration et je sais pas comment ça se fait. J'ai regardé, et comme Ballerina n'a que 10 ans d'existence, il n'y a pas des tombereaux et des tombereaux de personnes qui ont rempli les exemples d'utilisation. Donc, avec l'IA, c'est vraiment un outil stratosphérique pour embarquer une nouvelle personne. Donc, pour le côté pro-action, tout à fait d'accord, et productivité. Pour le côté l'IA, enfin Code for IA, cette fois-ci, on reste en tant qu'architecte très très suspicieux. Il y a des choses qui marchent de plus en plus. Et il y a une vraie évolution avec une échelle, effectivement, c'était pas celle de l'IA il y a 30 ans, mais ça peut ressembler aussi à des révolutions du L4G qu'on a connues il y a aussi 25 ans, d'accord, où tout le monde voulait ça, et puis c'était le seul truc, et puis après, voilà, des L4G aujourd'hui, qu'est-ce qui en utilise ? Pas beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est que pour les gens qui sont déjà numéro 1, utiliser l'IA, ça doit se faire avec énormément de pincettes, parce que si vous utilisez l'IA pour vos propres process, vous êtes déjà numéro 1, vous allez donner la capacité que un petit, un nouveau, puisse exploiter vos résultats d'IA pour devenir le deuxième numéro 1. Donc, il faut faire très très attention à ça. Tous les usages de modèles publics vont être... les contrats sont aussi clairs que des contrats d'assurance écrits en tout petit. Donc, c'est pas possible de leur faire confiance.
Donc ça veut dire que ceux qui vont aller très très loin avec l'IA, ils vont être obligés d'avoir leur modèle, ils vont être obligés d'avoir leur infrastructure, et dans ce cas-là, le ROI s'éloigne encore. D'accord ? Donc on a le choix entre avoir des problèmes de confidentialité ou de ne pas savoir qui exploitera nos propres résultats, ou investir énormément là maintenant sans savoir si jamais ça va vraiment bousculer le futur. Donc, il y a des résultats positifs, donc on ne jette rien du tout. Il y a plein de problématiques de conformité légale, etc., qui sont pas aujourd'hui couvertes. Et puis les difficultés, sans faire son propre modèle, ça provoquera à ne pas nourrir les autres avec ces résultats d'IA. D'accord ? Maintenant, je termine sur ma marotte personnelle, qui est l'API Management. Alors des API, on en fait depuis 40 ou 50 ans. Avec Isabelle, on avait l'habitude de sortir un slide avec un écran 5250 IBM quand on parlait d'API. Parce que c'est une API, d'accord, vous mettiez des paramètres, vous appuyez sur Entrée, hop, ça appelait un programme, puis il y avait une réponse. C'est exactement ça qu'on appelle une API. Donc API, tout le monde en parle aujourd'hui, mais en fait, c'est pas les API dont on parle, c'est l'API Management. Donc le seul changement qu'il y a eu vers 2013-2014, c'est que les gens se sont aperçus qu'il fallait gérer les API. Bon, un peu tard, mais c'est pas grave. Donc les API, c'est en marche, tout le monde en fait. Des API nouvelle façon, avec le fameux API Management. Tout le monde en fait. Développer des API, vous avez une multitude d'outils pour ce faire. Celui qui a des problèmes pour développer une API aujourd'hui, c'est que vraiment, il est tout seul et qu'il n'a pas parlé à personne depuis 20 ans. En revanche, s'assurer qu'on est en train de faire les API dont on a besoin, ou s'assurer de savoir quelles sont la prochaine API qui sera pertinente, là, c'est pas la solution technique, c'est pas les filières de développement qui vont vous la donner. Il va y avoir un petit peu de jus de cerveau à mettre en place et de l'humain. Exposer les API, puisqu'on parle de gateway d'API, dès qu'on parle d'API management, c'est un super proxy. Honnêtement, il n'y a aucune rupture technologique depuis au moins 30 ans là-dessus. Alors, si il y a eu des pass-through, des petits machins, tout le monde va me dire si, il y a eu ça, il y a eu ceci. Quelques Open API, quelques standards, c'est très bien. Mais à part ça, pas grand-chose. Et le vrai problème, il est de dire que plus vous aurez d'API, plus vous aurez d'utilisateurs d'API, plus vous aurez aussi de demandes de support. Donc, il y a des problématiques organisationnelles parce que les API fonctionnent et qu'elles sont exposées. Pareil, et je termine par le monitoring des API. Le monitoring technique, c'est quelque chose qu'on fait depuis 50 ans en informatique. On fait avec des outils un peu normalisés depuis 20-30 ans avec les nouvelles techno, enfin ce qu'on appelle les nouvelles techno. Mais ensuite, pour dire ça marche, on sait faire. Mais pour dire ça marche et ça marche pour tel client et c'est ce qu'on attendait et c'est ça qui va nous apporter du business, ça, c'est pas la technique qui va nous l'apporter. D'accord ? Il va falloir suivre ces usages-là. Donc les monitorer client par client. D'accord ? Et puis, je termine évidemment sur l'engagement du SLA. Une très bonne nouvelle pour le rachat de WSO2. Effectivement, suivre le SLA, c'est toute une problématique. Il ne suffit pas de remplir les logs, il faut aussi les regarder. Et je terminerai par cette petite illustration d'un voyage au pays des API, où toutes les problématiques qu'on peut avoir quand on a une approche API, c'est que on est obligé d'en faire une nouvelle. On est obligé de modifier une API qui existait déjà. Donc, il y a déjà des consommateurs. On est obligé aussi de réutiliser une API sans aucun changement. Alors, tout ça, c'est 3 points, ils ne sont pas exhaustifs, il y a plein d'autres moments importants dans la vie des API. Et puis, alors, je vais déjà vous poser une question. Est-ce que si on change pas du tout une API, mais qu'elle est réutilisée par un énième projet, pourquoi est-ce que c'est important ? Ça fait 40 ans qu'on nous demande de faire de la réutilisation en informatique. Donc, pourquoi est-ce que c'est un problème de réutiliser une API ? Il est trop tôt, on arrive à 11h, donc vous ne pouvez plus répondre, ou alors c'est le bateau, comme si vous faites tout le monde... Le premier problème qu'on aura, c'est le fameux SLA. D'accord ? Si on a un nouveau client qui nous amène 10 000 appels par seconde ou par milliseconde, organiser le SLA des autres clients pour qui on avait tout fait peut devenir problématique. Donc un nouvel usage d'une API existante, robuste, tout comme il faut, ça peut être une problématique à prendre en charge. D'accord ? Je ne reviendrai pas dessus. Ensuite, les problèmes commencent dès lors qu'on prend ce voyage. Le premier problème, c'est l'éternel problème de la duplication d'API. Si on est 10 dans une équipe ou 24, on peut se parler, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire 2 fois la même API. À partir de 40 personnes, vous pouvez être sûr que si vous ne parlez pas toutes les semaines, il y aura 2 fois la même API utilisateur, il y aura 2 fois la même API produit, il y aura etc. Le code dupliqué, ça existe depuis 50 ans dans l'informatique, ça ne va pas disparaître sans qu'il y ait des humains qui s'en occupent. Donc, il faut avoir un catalogue de services, c'est à ça que ça sert, pour reconnaître qu'elle existe déjà, pour la reprendre, etc.
Et puis ensuite, on peut avoir des API qui sont pas très belles, d'accord, voire qui sont pas conformes à nos standards. Et encore une fois, c'est pas, il va falloir former toutes les personnes et éventuellement avoir des personnes qui valident ces API. Donc c'est là que souvent c'est confié à des cellules d'architecture qui assistent les projets. Alors, ça dépend de la taille de votre entreprise. Et donc il faut avoir des principes et des processus de standardisation d'API, de validation d'API. Donc cette partie qui est servie par l'emploi d'un catalogue, des process de validation, c'est pas que des solutions techniques. Un catalogue, tous les API managers vont vous dire, il y a un catalogue d'API, c'est super. Mais en fait, le catalogue d'API, ça s'administre. Il faut être vérifié, est-ce qu'il est relu, est-ce qu'il est mis à jour, etc., etc. Donc, encore une fois, des humains de l'organisation. Les autres problèmes qu'on peut avoir après, c'est des API qu'on a qui marchent bien, mais que personne n'appelle. C'est un problème quand on a une API que personne n'appelle, ça s'appelle du code mort, ça prend des ressources. J'ai entendu parler de FinOps 2-3 fois. Si en plus de ça, vous êtes dans le cloud, on a augmenté le problème. Le code mort avant, il coûtait pas cher, maintenant, il coûte de plus en plus cher. Et puis aussi, cette API-là, si jamais c'était celle sur laquelle vous comptiez pour développer les nouveaux contrats dans le Car West de la France et que plus personne ne l'appelle, il va falloir prévenir les managers de ces produits-là. D'accord ? Il peut y avoir aussi de la shadow IT, et là, c'est de pire en pire, parce que vous pouvez avoir des API, on a vu même récemment des API utilisées par des externes alors que les gens ne le savaient pas. Ça peut être problématique avec la RGPD, avec tout un tas de données sensibles, ça peut aller jusqu'au pénal. Si vous avez de la donnée sensible utilisée par des personnes qui ne sont pas autorisées. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, là-dessus, on a tout un tas de solutions. Un autre gamme de problèmes, c'est un problème de riche. C'est que vous allez avoir de plus en plus d'API. Et si vous êtes tombé juste, ces API seront de plus en plus utilisées. Alors, j'ai beau dire, moi, que l'API, c'est absolument pas que technique, c'est 60% de non technique. Mais il y a quand même 40% de technique. Il y a le logiciel que vous avez mis en place. Et c'est du logiciel. Et je veux froisser personne, mais comme c'est du logiciel, ça va tomber en panne. Ou alors, il va y avoir des demandes de support de gens qui ne comprennent pas comment utiliser. Donc, plus vous avez d'utilisateurs d'API, plus vous aurez de demandes de support. C'est mathématique. Même si vous êtes les meilleurs informaticiens du monde. Et c'est pour ça qu'il va falloir, pareil, inverser cette pression. Donc, augmenter le niveau de documentation, augmenter le niveau de testabilité d'une API par un client avant qu'il vous appelle en disant « j'ai pas compris comment on utilise votre API ». D'accord ? Pour baisser, alors vous avez un autre choix aussi, hein, c'est d'embaucher 60 personnes au helpdesk. Mais généralement, quand on demande ça à nos directions, elles disent non, non, il va falloir rester avec 3 personnes. Donc, on est obligé de dire, si on veut avoir du succès par les API, il va falloir qu'elles soient utilisables le plus facilement possible. Donc, le catalogue d'API va devoir être un catalogue avec une super documentation, avec une testabilité énorme pour que les personnes comprennent tout de suite ce que c'est qu'une API. On a plein d'exemples d'API qui ont été non utilisables tant que la documentation n'était pas la bonne. Et la documentation, quelquefois, c'est une règle métier, une expression métier qui permet qu'elle soit compréhensible. Et pas que de la technique, encore une fois. Je termine avec, vous avez toutes les bonnes API, vous les avez super bien documentées, et on ne pose pas le crayon, encore une fois, parce que vous pouvez avoir des très bonnes API, soit qui sont plus utilisées, on prévient, on l'a déjà dit, soit qui sont mal utilisées. Vous arrivez sur une API, le marketing avait montré que si on avait une API de disponibilité produit, il y avait 30% de commandes en plus. D'accord ? Très bien, c'est l'API qu'il nous faut. On fait ça, les distributeurs la mettent en place. Et après, on revient quelques mois après, ça marche bien. Oui, tout marche bien. Il y a 50% d'appels en erreur. Ah bon, il y a 50% d'appels en erreur ? Bah oui, mais c'était marqué dans l'aspect, si jamais la référence produit n'existe pas, on dit produit inconnu. Et 50%, toutes les erreurs, c'est ça. Mais ça vous paraît pas étrange quand même ? Je dis, bah non, la spec, elle est là. Un tant qu'informaticien, on nous a appris à implémenter des specs. On a quand même appelé les gens du métier, ils ont dit bah, ça vous dérange pas ça, il n'y a pas de problème. Et il a fallu 17 secondes pour que quelqu'un dise ah mais ils utilisent un catalogue d'il y a 3 ans. Donc quelques heures plus tard, tous les distributeurs ont eu le nouveau catalogue. Dans la semaine, 100% des erreurs ont disparu. Donc là, on est en train de parler que une API toute seule, avec que l'informatique pour la mettre en œuvre, ça ne marche pas. Il faut la collaboration avec le métier. C'est justement ce qu'on essaie de mettre en place depuis 50 ans dans l'informatique, cette espèce de collaboration métier et IT, d'accord ? Et autour d'un contrat d'API, on a l'occasion, autour de la surveillance d'une API, on a l'occasion de faire ça. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il faut aussi suivre les usages d'API. Et c'est pas que l'informatique qui fera ça, c'est aussi les gens du métier. C'est bien la preuve qu'une API qui apporte de la valeur, c'est pas quelque chose de technique, même si ça va reposer sur des socles. Voilà, je termine sur le fait que notre approche d'architecture veut mettre le doigt sur le fait qu'il n'y a pas d'API sans responsable, il n'y a pas d'API sans SLA non plus, parce que si vous avez une API et qu'il n'y a pas de limite d'accès, il n'y a pas de limite de temps de réponse, il n'y a pas de limite de... Alors le SLA, c'est
tout le monde pense temps de réponse et disponibilité, il y a aussi la qualité de la donnée. Est-ce que c'est de la donnée d'hier, d'avant-hier, etc., etc. Est-ce que la précision de la donnée est suffisante, etc., etc. Donc tout ça, c'est dans le SLA. Et puis surtout, il n'y a pas d'API si elle n'apporte pas une valeur. Or, un API, c'est pas juste un logiciel qui marche, c'est un logiciel qui marche pour répondre à un besoin, pour apporter de la valeur sur un sujet business. Et c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais que c'est la pause, mais s'il y a encore une question, c'est faisable. Oui ? Alors, très bonne question. La question, c'est, quand je parle pas d'API sans responsable, quel est le rôle du responsable ? De qui on parle ? Alors, la plupart c'est des personnes qui seront responsables de tout le chemin que j'ai dit. C'est-à-dire que le fait qu'une API doit s'assurer de la valeur d'une API et de l'utilisation d'une API et du fait qu'elle fonctionne. D'accord ? Au moins ces 3 piliers-là. La valeur d'une API, tout de suite, pour un informaticien, c'est très flou. D'accord ? Donc, ça veut dire que généralement, le responsable d'une API, aujourd'hui, les plus belles réussites qu'on a vues, c'est un binôme entre quelqu'un de la technique et quelqu'un du fonctionnel. Alors, attention, il y a un faux ami là-dedans, c'est que tout le monde appelle tout API. Or, vous avez des types d'API où le business a sa place naturelle, des API qui sont proches de l'offre de l'entreprise. Là, c'est très facile de trouver un responsable fonctionnel. Vous avez une API qui sert à encrypter un fichier PDF, c'est pas ça dont je parle. D'accord ? Les API technico-techniques, c'est des services, il n'y a pas de problème. C'est pas mon business aujourd'hui. Ça répond à votre question ? Bien. Ah oui, il y a une autre question. Alors, il y a 2 questions dans votre question. Vous dites, est-ce qu'on désigne le manager de l'API manager ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plus métier ou plus informatique ? Alors d'abord, le manager de l'API manager, c'est pas un responsable d'API, c'est le responsable d'une plateforme qui est l'API manager. Donc même si l'API manager, c'est peut-être une nouvelle plateforme chez vous, vous avez déjà eu l'habitude d'avoir des middleware, donc c'est un middleware de plus. Okay ? Vous savez faire, tout le monde sait faire. Il y a des nouvelles problématiques, mais on gère une plateforme. Donc c'est chaque API, après, qui potentiellement devrait être classifié dans un domaine, et donc c'est facile après de trouver des responsables IT et des responsables business. Et c'est la rupture que propose l'API management. D'accord ? La technique, vous avez bien compris que je la mets en 4e roue, mais sans ces 3 autres roues, le fait d'avoir des responsables, de suivre les API, de savoir ce qu'elles apportent réellement, et ça, on ne peut pas le faire avec juste l'IT, vous aurez peu de choses, vous aurez juste du logiciel en plus. Du logiciel en plus, c'est jamais ça qui a fait gagner de l'argent, d'accord, simplement, hein, ou améliorer le time to delivery, etc., etc. Ce qui est important, c'est l'organisation, le fait de faire apparaître ce rôle, qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, et ils disent, ah oui, c'est l'API, il y a de plus en plus d'appels, ça veut dire que peut-être qu'il y a de plus en plus de demandes. Je vous donne un exemple de problématique quand on pense que c'est que technique. Une API de prise de rendez-vous de dentiste qui a été mis en place chez un mutualiste. Parfait, c'était leur expérimentation de l'API management, on les aide, ils mettent tout ça en place, on dit maintenant il va falloir voir le métier, etc. Oui, il n'y a pas de problème, on s'en occupe. 1 an plus tard, la mutuelle est rachetée, il y a cet API manager qui est là, donc le nouveau DSI dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'architecture en place essaie d'expliquer, c'est ça, oui, c'est un proxy, on s'en fiche. Je dis, non, c'est pas qu'un proxy quand même, on a 1 an d'historique de prise de rendez-vous de dentiste, les mutualistes, vous savez comment ça marche. Ils savent, grosso modo, dans telle ville, on n'a pas assez de représentants, donc on va aller en chercher, comme ça, on aura plus de travail là-dessus. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils n'avaient jamais passé la main au métier. Donc, c'est resté un proxy technique, ça a disparu. S'ils avaient vraiment fait l'empowerment de l'API management, il y aurait eu un responsable fonctionnel qui aurait, depuis 1 an, les rendez-vous dans le Car West de la France de toutes les prises de dentistes. Il aurait dit, il nous manque les officines à Nantes. Et là, on aurait apporté du business, on aurait apporté du développement, et l'API manager serait resté parce qu'il servait à quelque chose. Utilisé en technique, il ne sert à rien, autant l'enlever.